on a lancé un assistant qui justement aide le recruteur à recruter plus efficacement et plus rapidement en allant préqualifier des candidats. Très concrètement, l'assistant virtuel, quand on échange avec lui, ça ressemble à un humain. C'est ça qui est fou. Quand on s'est lancé sans dire qu'on était virtuel, mais les personnes pensaient échanger avec un humain. Bienvenue dans Because, podcast qui donne la parole à tous ceux qui veulent partager pour de la meilleure tech, parce qu'on le voit bien et que vos clients aussi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Because. Je suis Sofiane Ouarab et aujourd'hui je suis accompagné de Thibaut Vatrigan. Salut Thibaut. Bonjour Sofiane et bonjour à tous. Thibaut, ma première question va être très simple et très habituelle. Peux-tu te présenter ? Bonjour à tous, donc je suis Thibaut, je suis directeur produit chez GoJob. GoJob, un petit mot sur GoJob, on est une plateforme d'accès à l'emploi. Concrètement, on met en relation des entreprises qui cherchent à embaucher avec des candidats qui cherchent, eux, à avoir un job. Et donc, je gère la partie produit avec une forte dimension IA générative et une forte dimension no-code aussi. Deux sujets assez techos qui m'intéressent beaucoup. Comment l'IA justement a bouleversé votre produit ? Comment cette intégration a modifié les comportements, modifié le produit et modifié l'expérience utilisateur ? Alors nous, l'IA, c'est pas un sujet nouveau. Ça fait 8 ans que GoJob existe, ça fait 8 ans que GoJob fait de l'IA. Ce qui a changé, et le sujet qui intéresse, je pense, c'est la partie IA générative, ou Large Language Model. Cette IA générative, c'est un sujet qui a 1 an et demi, et on a un petit peu tâtonné sur les cas d'usage sur lesquels implémenter. Et un jour, je me souviens très bien d'une réunion à laquelle on s'est dit... si 3 personnes remontaient tout le modèle de GoJob dans leur garage, qu'est-ce qu'ils feraient ? Et ce qu'ils feraient, c'est qu'ils travailleraient sur le recrutement et donc sur le cœur de métier de GoJob, et non pas sur des cas sur lesquels on va chercher à augmenter la productivité interne de nos employés. Et du coup, on a cherché un cas d'usage avec de l'IA générative dans le recrutement. Et en effet, c'est précisément là où l'IA générative peut apporter beaucoup de valeur, puisque d'un côté, le recrutement, c'est un métier qui nécessite beaucoup d'interactions humaines, et de l'autre, l'IA générative permet justement d'aider le recruteur dans ces interactions humaines. Et donc, on a lancé un assistant qu'on appelle Aglaé Alpha, qui justement aide le recruteur à recruter plus efficacement et plus rapidement en allant préqualifier des candidats. Comment ça se passait justement avant l'intégration de cette IA et comment ça se passe maintenant avec l'intégration de cette IA pour les recruteurs ? Pour les recruteurs, très concrètement, un des points douloureux du recrutement, c'est de trouver le bon candidat pour le bon poste. Donc quand je suis recruteur, sans scoring des candidats, en moyenne, je dois passer entre 80 et 100 coups de fil pour trouver la bonne personne. On avait travaillé sur une première IA qui permet du coup de scorer les candidats sur base de leurs compétences. Donc là, en moyenne, pour un recruteur, on passait à 40 à 50 appels tout de même pour mettre une personne en poste. Pourquoi ? Parce que la personne, elle ne décrochait pas au téléphone, elle n'était pas disponible, elle n'était pas mobile pour cette localisation exactement. Et donc, on avait ce besoin-là de venir spécifiquement pour une offre d'emploi, solliciter le candidat en avance de phase pour le préqualifier sur un certain nombre de prérequis. Et avant, ça se passait comme ça, donc un certain nombre d'appels dans le vide. Et maintenant, vu qu'on vient échanger avec le candidat grâce à notre assistant Aglaé Alpha avant le recruteur n'a plus qu'à passer 2 à 3 coups de fil pour une mise en poste. Donc ça change fondamentalement la manière de percevoir le métier du recruteur. On n'est plus à la quête finalement du bon candidat. On a un assistant qui vient nous présenter le bon candidat. Toute la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut investir le temps du recruteur pour aller chercher plus d'offres, chercher plus de candidats et passer plus de temps qualitatif et humain auprès du candidat, une sorte de coach recruteur. On arrive bien à imaginer le métier du recruteur avant l'intégration de l'IA, comme tu l'as dit, avec une cinquantaine d'appels pour trouver le bon profil. Et comment l'assistant IA, lui, fait pour justement préqualifier ses candidats ? Qu'est-ce qui se passe derrière ? Qu'est-ce qui se passe derrière ? Donc, tout part d'une offre d'emploi. Donc, associé à une offre d'emploi, je vais avoir un certain nombre d'informations et un certain nombre de prérequis. Un prérequis, cela peut être, par exemple, une localisation, un niveau de salaire. Et donc, on va aller demander au candidat, par des échanges conversationnels, s'il est OK
avec tous ces prérequis. Le tout premier étant, est-ce que le candidat est toujours disponible? Et du coup, on va rafraîchir un certain nombre de critères. Donc, avant cela, on avait une connaissance de nos viviers de candidats qui n'étaient pas fraîches. Et maintenant, on va présenter aux recruteurs seulement les candidats qui ont passé cette étape en amont de validation des prérequis. Et donc, très concrètement, je suis recruteur, je dois recruter sur une offre d'emploi pour demain. On va me présenter un certain nombre de candidats qui ont à la fois le bon scoring de pertinence sur les compétences, ça c'était le cœur de l'IA historique de GoJob, et à la fois, on validait fraîchement, le matin même ou la veille, ces prérequis-là, et donc le candidat s'attend à être appelé. C'est ça qui change fondamentalement. Et le recruteur a à sa disposition l'ensemble de ces éléments, plus les conversations réelles qui ont eu lieu, qui peut s'approprier avant l'appel. Et il n'a plus qu'à effectuer l'appel. Les prérequis étant validés, en général, le recruteur va valider d'autres prérequis, par exemple le savoir-être, qui ne peuvent pas se valider par des échanges conversationnels. Et à partir du moment où le recruteur va avoir ces deux profils, c'est à partir de ce moment-là que l'humain rentre en jeu, enfin, en tout cas du côté GoJob. Et qu'est-ce que, à part le savoir-être, est-ce que le recruteur va être là aussi pour valider ce que l'IA a proposé, ou t'es quasiment sûr, toi, déjà là, à partir de cette étape-là, que les deux profils correspondent quasiment à 100% du besoin? Ce qui est essentiel, et c'est comme ça qu'on a conçu notre proposition, c'est que le recruteur n'intervient pas seulement au moment où on lui propose le profil. Avec de l'IA générative, et c'est à la fois une conviction et à la fois un constat de performance, c'est qu'on a besoin de l'humain, on a besoin du recruteur tout au long de la chaîne. D'ailleurs, notre assistant est conçu comme cela. Par exemple, chez GoJob, on a une vingtaine de recruteurs. Chaque recruteur va avoir son propre assistant. Si je m'appelle Martin, je suis recruteur chez GoJob, je vais avoir mon assistant virtuel, mon agent virtuel, qui va se présenter comme l'assistant virtuel de Martin. Et donc, chacune des conversations sont faites au nom du recruteur. Pourquoi c'est important? C'est important parce que l'un des piliers de toute notre mécanique de supervision de l'IA, dont on pourra parler par la suite, repose sur un lien très fort entre l'IA et l'humain. Quelques exemples. On a des cas donc on en est aux millions de messages échangés avec nos candidats, donc on commence à se faire une grosse base de messages échangés par IA dans le contexte du recrutement. On en a 7 qui concernent un cas plutôt à considérer pour nous, un cas d'éthique, ou qui nous disent « je ne peux pas me rendre au job parce que j'ai un proche qui est décédé ». Donc là, on n'a pas terminé la phase d'échange conversationnel. Néanmoins, est-ce qu'on est OK avec le fait que ce soit une IA qui réponde à un sentiment humain avec un message de condoléances? Pas forcément. Et du coup, comment est-ce qu'on implique le recruteur dès ces phases amont? En fait, on ne va pas remplacer le recruteur sur la phase de préqualification, on va l'augmenter, mais on va toujours avoir besoin de lui. Un autre cas, on a des candidats qui ne sont pas à l'aise avec les échanges conversationnels, qui demandent assez tôt de devoir parler à un humain. On a un rôle de ne pas les discriminer dans ces cas-là. Et donc, on va faire appel au recruteur, même dans la phase de préqualification. Donc ça, c'est la première partie de la réponse à ta question. Et sur la deuxième partie, c'est-à-dire une fois que la préqualification est effectuée, là, du coup, on a aussi besoin du recruteur de manière à valider le savoir-être, mais aussi à coacher. En fait, un matching entre une offre d'emploi et un candidat, ça se fait souvent dans les deux sens. Il faut que le candidat soit motivé, il faut que l'entreprise soit motivée et disposée à recruter la personne. Et très souvent, un entretien conversationnel par du texte ne suffit pas à donner les bonnes infos ou le surplus de motivation humaine qu'il faut. Et donc, c'est là où le recruteur agit comme un coach, finalement, pour donner toutes les informations et pour valider la dernière couche qui manque, c'est la dernière couche de motivation. Même si on peut capter quelques brins d'infos avec les échanges conversationnels, mais rien ne remplace l'humain. Est-ce que l'IA est capable d'aller plus loin? Là, tu as parlé dans les deux sens, donc à la fois côté candidat et aussi côté entreprise. Et est-ce que l'IA est capable, on va peut-être pas parler de séduction, mais est-ce que l'IA est capable de donner envie, justement, aux candidats, ou c'est vraiment le rôle de l'humain dans vos étapes? Alors oui, l'IA est capable de donner envie. Ça nécessite un petit peu de R&D chez nous. Et c'est un des éléments assez essentiels de notre assistant. C'est qu'il fonctionne à la fois en push
et en pull. Je vais m'expliquer. Il fonctionne en push, c'est-à-dire que contrairement à beaucoup d'assistants sur le marché qui réagissent à une demande de l'utilisateur, nous, on a eu un besoin un petit peu différent, qui est de simuler le travail du recruteur qui doit mener la discussion. Donc, c'est notre assistant qui vient successivement poser les questions de qualification, les unes après les autres. Donc ça, on avait besoin d'avoir un assistant qui mène les conversations. Et dans cette partie en push, bien entendu, le ton, les questions posées, les informations données sont autant d'éléments qui peuvent motiver le candidat. Mais ensuite, pour motiver quelqu'un, le premier niveau, c'est d'avoir un assistant qui, c'est dur à dire, mais qui paraît humain, c'est-à-dire qui soit capable de s'adapter. Si un candidat, pour se motiver, a besoin de valider une information sur les horaires de travail, sur l'ambiance sur le site, sur le salaire, notre assistant est aussi capable de fonctionner dans le deuxième mode, le pull, c'est-à-dire adapter la direction que prend la conversation en fonction des questions que pose le candidat. Donc une bonne motivation, c'est à la fois un assistant en push qui est entraîné pour motiver du candidat et à la fois un assistant qui sait dévier finalement de sa propre mission quand il le faut pour répondre aux interrogations. Et ça a été dur à faire. Ça a été la partie la plus difficile à faire dans notre assistant avec la couche de supervision. Ouais, j'imagine. Je suis moi aussi en train de développer un assistant. Moi, je travaille sur des sujets IA également et je travaille plutôt en pull, qui est assez connu. Et je connaissais un peu moins l'aspect push. Et déjà, côté pull, je rencontre moi-même des difficultés pour pouvoir cadrer ce que l'assistant va pouvoir répondre aux candidats ou aux personnes en face de lui. Comment l'assistant va pouvoir interagir et comprendre ce que veut l'utilisateur. Alors j'imagine qu'en push, la difficulté elle est encore plus élevée parce que c'est lui qui mène, donc c'est lui qui doit anticiper et demander des choses à l'utilisateur, et c'est pas lui qui va recevoir des informations ou des instructions. Et comment vous avez justement pu gérer cette complexité? Parce que côté pull, nous, on peut jouer un peu sur des paramètres comme le système prompt, des choses comme ça, ou la température, ou ce genre de paramètres qui sont très connus en IA. Vous, côté côté push, pardon, comment vous avez pu gérer ce genre de paramètres? Pour gérer cette supervision, on a 3 grands piliers dans la stratégie IA de GoJob, liée à notre assistant. Le premier, c'est effectivement tout le travail qu'on peut faire sur l'assistant en lui-même. Et j'y reviendrai. Le deuxième, c'est tout le travail qu'on peut faire sur les mises en production successives. Si on a un très bon assistant, mais qu'on n'est pas capable, lorsqu'on fait une mise en production, et on en a toutes les semaines chez GoJob, de le faire évoluer rapidement, on peut introduire très facilement des déviations lors d'une mise en production. Donc notre deuxième pilier, c'est tout le travail qu'on fait sur les mises en production. Et le troisième pilier, c'est le travail qu'on fait sur l'interaction, j'en ai un petit peu parlé, entre l'IA et l'humain. Si tu veux, je peux rentrer dans chacun des trois et n'hésite pas à m'aiguiller vers là où tu veux que j'aille. Avec plaisir, c'est hyper intéressant, avec plaisir. Oui. Du coup, sur le premier, sur la partie travail sur l'assistant, pour justement gérer les déviations, là on a 3 sous-piliers. Le premier, c'est effectivement comment est-ce qu'on fine-tune l'assistant pour qu'il réponde ce qu'on souhaite. Le deuxième sous-pilier, c'est être capable d'évaluer l'assistant, parce qu'on a beau faire le meilleur système prompt, le meilleur assemblage de prompt ou le meilleur fine-tuning de modèle, on aura des déviations dans la mesure où, là on parle de discussion humaine, donc chaque candidat va avoir ses propres mots, ses propres thèmes, et quand on est aux millions de SMS ou messages échangés, on a forcément des déviations qui arrivent. Donc notre deuxième sous-pilier, c'est en effet, on met un LLM Judge après chaque message qui permet à chaud d'évaluer le message généré et le message reçu et adapter le comportement de notre assistant. Et avec ça, on a aussi une brique de contextualisation du message entrant qui est essentielle pour nous. Celle-là, elle est spécifique à gérer la différence entre le push et le pull. Je te donne un exemple. Nous, si un candidat nous dit « je suis disponible », tu ne vas pas répondre la même chose selon si l'offre d'emploi elle est ouverte ou pas, c'est-à-dire selon si elle a déjà été staffée. Dans un cas, tu vas continuer ta mission de préqualification et dans l'autre cas, tu vas faire dévier la conversation vers un autre assistant qui lui a pour but de recommander des missions. Donc, on a une logique de contextualisation qui doit être un petit peu déterministe aussi. C'est ça qui permet de faire le lien entre du push et du pull, pour ne pas répondre la même chose à cette phrase « je suis disponible ». Et le troisième sous-pilier, j'espère que je ne vous perds pas dans mes sous-piliers de la brique entraînement de l'assistant, elle est plus dans une logique de supervision à froid,
où on se doit d'avoir un œil humain sur l'ensemble des conversations, l'ensemble des mots critiques employés, pour être capable de dire, tiens, il y a eu 7 cas de personnes qui ont exprimé le décès d'un proche, il y a eu 32 cas de personnes qui, à la réponse à la question « Est-ce que vous êtes disposé à porter des charges lourdes ?», nous ont répondu « Je suis une femme, est-ce que c'est OK ?» Et ça, il faut être capable de le détecter pour monitorer qu'on est bien dans des situations où on fait un recrutement qui est transparent, éthique et du coup sans discrimination. Quelle serait la bonne réponse justement à cette question, enfin cette affirmation de la candidate « Je suis une femme ». Qu'est-ce que l'IA devrait répondre ou qu'est-ce que l'IA était capable de répondre à ça? Sur ce cas-là, on considère qu'il ne faut surtout pas, contrairement au sujet de l'éthique, où il faut rendre la main à un humain, sur ce cas-là, il ne faut surtout pas débrayer. On a la même règle sur le voile. Pourquoi ? Parce que sinon, on induit un comportement de notre assistant qui est différent selon des règles qui portent à la discrimination. Donc, en soi, ça peut être une discrimination s'il y a une des branches qui est moins performante. Si, par exemple, quand on dévie un humain, on est moins performant sur le recrutement, et qu'on redonne la balle à un humain quand une candidate nous dit que c'est une femme, est-ce que c'est OK ? Donc là, il ne faut surtout pas rendre la main à un humain. En revanche, il faut plusieurs choses. Donc là, il faut monitorer à froid pour être capable de s'assurer qu'on est toujours bon dans nos réponses. Et là, on revient sur le premier sous-pilier qui est comment est-ce qu'on entraîne l'assistant pour qu'il soit capable d'apporter une réponse qui est satisfaisante. Et aujourd'hui, la réponse de l'assistant sur cette question-là, elle est satisfaisante. Je ne l'ai pas dans les détails, et en plus, elle est variable à chaque échange. Mais elle dit le fait que d'être une femme, ça n'est en aucun cas un frein au fait d'aller en poste, mais qu'en revanche, le poste nécessite de pouvoir porter des charges lourdes, par exemple de plus de 10 kilos. Est-ce que vous êtes OK avec ça ? Donc, l'assistant, il a une logique de dire surtout, ça ne va pas te discriminer. En revanche, on a un prérequis parce que c'est une des tâches du poste et donc là, il revient sur du factuel et il demande si ce factuel correspond à la candidate et qui est libre de dire oui ou non. J'aimerais revenir sur le LLM Judge. C'est un peu l'assistant de l'assistant. En gros, ce que je veux dire, c'est que il va juger de la réponse de l'assistant ou de la question du candidat pour dire est-ce que on est toujours dans le bon contexte, dans le bon périmètre et on n'a pas dépassé les limites que vous lui avez fixées. C'est bien ça que sert le juge LLM. Exactement, tu as tout dit. Il évalue le message entrant du candidat et il évalue la réponse générée. Et les deux sont importants. Par exemple, on utilise le LLM Judge pour spotter les insatisfactions dans le message entrant. On utilise le LLM Judge pour détecter qu'un sujet éthique est abordé dans le message entrant du candidat. Ça, c'est sur la partie message entrant. Et on utilise aussi le LLM Judge pour analyser ou détecter qu'une hallucination a été commise dans le message généré. Par exemple, que le message généré contient des éléments qui soit sortent de la mission ou soit ne sont pas du tout contenus dans aucun des prompts, dans aucun des éléments de l'assemblage de prompts. Et basé sur ça, on va avoir 3 sorties possibles pour le LLM Judge. Première sortie possible, on continue la conversation, c'est-à-dire concrètement, tous les voyants sont verts, on envoie le message. Deuxième option, c'est on envoie le message. En revanche, il y a un sujet éthique qui a été abordé sur le voile, sur l'égalité homme-femme, etc. Là, donc on continue la conversation, mais on va lever un indicateur, un petit drapeau jaune. Et là, dans la supervision à froid, on va devoir impliquer un administrateur pour qu'il puisse faire ses vérifications. Et troisième sortie, là, on considère qu'on est dans une situation de bac rouge. Donc, on s'est beaucoup inspiré du Lean pour notre assistant. Bac rouge, qu'est-ce que c'est ? On a une pièce défectueuse, soit parce que le message généré, il contient une grosse insatisfaction, il faut qu'un humain prenne le relais, on a un enjeu de responsabilisation, soit parce que le message généré, il dévie trop de la mission de l'assistant. Et donc là, il faut quand même prendre le relais, que le recruteur prenne son relais. Et c'est en ça que chaque recruteur reste impliqué dans la qualité du travail de son assistant. C'est notamment grâce à ce LLM Judge. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'étapes entre la question ou la réponse d'un candidat et la réponse de l'IA. Est-ce que vous n'avez pas eu des problèmes de lenteur justement liés à ces nombreuses étapes de vérification, etc. Non, absolument pas. En fait, donc, je pense que pour générer un message, ça nous met environ 3-4 secondes. Ce qui fait que tu peux parfaitement t'intégrer à des apps avec le 3 petits points, tu vois, pour dire je suis en train d'écrire. Ce qui prend le plus de temps,
au Large Language Model, c'est la génération de réponses. C'est pas la quantité de données que tu lui donnes, c'est la quantité de données qu'il doit écrire. Et nous, on est dans un cas où on donne beaucoup de données à écrire. Par contre, on lui injecte beaucoup de données. En revanche, on lui demande peu de données. C'est-à-dire, les messages générés sont pas très longs et tous les systèmes de contrôle, finalement, c'est sous format JSON, mais ça reste plutôt court. Contrairement à si tu demandais au modèle de générer tout un texte, un résumé de texte en 1 page et demie, là, ça prendrait beaucoup plus de temps. Donc, on n'a pas fait face à des enjeux de lenteur. Au contraire. Là, aujourd'hui, si je veux communiquer avec votre assistant, je lui dis je suis disponible à partir du 27 juin. Comment se passe l'expérience utilisateur? Est-ce que moi, je ressens sur mon téléphone, je vois comme si quelqu'un écrivait un message, donc sous forme peut-être de chunk ou de stream, ou est-ce que je dois attendre ces 3 secondes, comme tu dis, et je reçois un message brut? Non, aujourd'hui, on sait s'adapter à tout un tas de communications, que ce soit réseaux sociaux, que ce soit in-app, que ce soit SMS. Et donc, l'expérience va être différente selon le channel, mais on s'est assuré que dans chaque canal, on ait une expérience qui soit adéquate pour le candidat. Donc, par exemple, sur la partie in-app, tu vas avoir les fameux ease-typing. Et ça, j'ai vu sur d'autres assistants d'ailleurs. Et sur la partie, on pourra parler après de la partie voix. On avait quelques bonnes pratiques sur ça. Mais donc la voix, disclaimer, on ne le fait pas encore, mais on a fait un petit peu de R&D dessus. Mais sur la partie message, tu vas recevoir le prochain message brut, tel que au bout de quelques secondes. Et une fois que moi j'ai terminé mes échanges justement, que ce soit par message ou par les réseaux sociaux, est-ce que moi je sais que je parle à une IA ou est-ce que je peux ressentir un message traditionnel avec un humain? Ou est-ce que vous le dites très clairement, je suis une IA qui va vous permettre de décrocher le job? Sur ça, on a une approche assez itérative. Donc, ce qui a fait notre force, c'est qu'on a été capable de se lancer sur un cas d'usage qui était cœur de métier pour nous, le recrutement. D'ailleurs, on pourra parler de la valeur après que ça génère. C'est pas de la productivité des recruteurs, mais c'est du chiffre d'affaires. Et à grande échelle. Pour être capable de faire ça, on a dû se lancer en prenant un petit peu des risques, en étant capable d'appuyer sur le bouton de mise en prod avec un petit peu de sueur sur le front de tout le monde. Quand on s'est lancé, on se présentait comme la valeur qui était clé dans notre démarche éthique, c'était que l'on soit au service de l'humain. Donc tout au début, le premier choix qu'on a fait dans notre premier SMS, dans notre première mise en prod qui date d'il y a 1 an, c'était de se présenter comme l'assistant du recruteur Simon, l'assistant du recruteur Maëva, et on précisait pas virtuel. Assez vite, on a eu les guidelines de l'IA Act qui sont sortis. Plus suite à ça, nous, une de nos valeurs clés, c'était la transparence. Donc on avait en ligne de mire d'être le plus transparent possible dès le début, mais on pouvait le faire à différents niveaux, cette transparence. On pouvait le faire en amont des échanges, par exemple quand la personne est sur l'app, ou on pouvait le faire lors des premiers échanges qui arrivent. Et on a fait le deuxième choix. Donc maintenant, on se présente comme l'assistant virtuel du recruteur Simon. Et pour être capable de faire ça, on a travaillé sur notre deuxième pilier. Tu te souviens, on est toujours sur le premier pilier, l'assistant, qui était la partie mise en prod. Et on pourra le voir par la suite, mais dans la mise en prod, on a une démarche où on passe. La dernière étape de la mise en prod, c'est les A/B tests. Donc, on a testé sur 50% de nos messages le fait de se présenter comme l'assistant virtuel du recruteur. Et on a vu que les stats étaient meilleurs. Ce qui était un peu contre-intuitif, c'est-à-dire on n'a pas affecté notre taux de réponse. Les gens répondent tout autant. On n'a pas affecté non plus notre taux de succès, c'est-à-dire quand une personne elle ne répond pas aux prérequis, elle ne répond pas, et quand elle répond, elle répond. Donc en d'autres termes, il n'y a pas un effet de biais sur les réponses. En revanche, les stats étaient meilleurs sur l'insatisfaction, parce que on était plus compréhensif quand l'assistant virtuel n'avait pas la réponse. Très concrètement, l'assistant virtuel, quand on échange avec lui, ça ressemble à un humain. C'est ça qui est fou. Hein. C'est-à-dire quand on s'est lancé sans dire qu'on était virtuel, ça a duré très peu de temps, mais les personnes pensaient échanger avec un humain. Aujourd'hui, quand on se présente assistant virtuel, certaines personnes pensent échanger avec un humain, donc il faut le rappeler, par exemple, quand on n'a pas la réponse à une question. C'est assez intéressant. Est-ce que tu dis que ça ressemble énormément à un échange avec un humain? On a des tics de langage même par SMS ou sur les réseaux sociaux, par exemple, peut-être qu'à l'écrit, les négations, on les fait pas, ou on fait des raccourcis, ou on raccourcit les mots. Est-ce que l'IA, elle, va faire des phrases très verbeuses, très longues, bien structurées, ou va s'adapter au langage que nous,
les humains, peut-être même sans s'en rendre compte, on fait avec des phrases un peu plus courtes ou des mots un peu plus hachés? Alors, réponse franche, un peu des deux. C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas allé au bout de ce sujet. On a encore à travailler sur ça, parce qu'on est encore un peu sur du trop verbeux, et je pense qu'il faut qu'on bosse encore sur ça. Néanmoins, la base de notre assistant, en fait, on a eu un dataset d'entraînement qui était assez fort, c'est pour ça qu'on était légitime pour se lancer. C'est-à-dire, nos recruteurs n'ont pas attendu d'avoir un assistant virtuel pour échanger avec les candidats avec du conversationnel écrit. Et donc, on avait toute une base de messages qui avait été partagés déjà entre des recruteurs et des assistants et des candidats, pardon, qui nous a servi de base d'entraînement de notre assistant. Ça a été le premier niveau de paramétrage. Le deuxième niveau, ça a été du coup, on a rajouté par-dessus ça une couche qui, elle, est plutôt dans notre prompt system, qui permet justement de s'adapter au mieux en termes de discours avec les candidats. Et ça, c'est pas un travail qui est acquis. Je te donne un exemple. On était sur GPT-4, on est passé sur Mistral et maintenant on est capable d'avoir les deux modèles en parallèle. Et Mistral, on s'est rendu compte qu'il était beaucoup moins joyeux et il était beaucoup plus direct dans ses. Il disait pas quand la personne disait je suis disponible ou je suis super motivé. Elle disait pas super merci pour ta motivation et elle n'engageait pas. Elle était un peu plus robotique. Et on a corrigé ça justement avec du fine-tuning de l'assistant. Donc ça passe par deux éléments, hein, du prompting et du fine-tuning. Et on a réussi à répliquer ce qu'on avait acquis sur GPT et qu'on avait perdu au début sur Mistral. Et je pense qu'on l'aurait aussi perdu sur GPT-O. On est en train de se lancer sur ce modèle-là. Donc sur des modèles un petit peu plus bas de gamme, je dirais, en termes de connaissances. Quand tu dis que de votre côté, vous avez les deux modèles, donc GPT-4 et Mistral, ça veut dire que vous êtes capable, en fonction, je sais pas, du candidat, des réponses, du scénario, de choisir le modèle, ou c'est vous pouvez activer un modèle ou l'autre en termes de code, tout simplement. Dans votre code, vous pouvez dire, là c'est Mistral, mais si on veut, très simplement, on repasse sur GPT-4. Alors oui, on peut faire le switch très facilement. Nous, aujourd'hui, on a plusieurs enjeux liés à ça. On a un enjeu de backup. Donc le backup, c'est soit l'API est down, hein, soit tiens, on distingue qu'on a de plus en plus de divergences sur un modèle, donc privilégions l'autre. Je pense que le marché n'est pas encore assez mature. D'ailleurs, on pense que l'utilisation de ces modèles, ça va devenir de plus en plus une commodité. Les prix, on les voit commencer à baisser. Du coup, outre le backup, il y a le fait de savoir travailler avec différents modèles à la fois. Donc c'est pour ça que je tiens à ce que chez GoJob, donc on privilégie Mistral pour tout un tas de raisons. Donc Mistral fonctionne très bien chez nous. On a des relations privilégiées avec Mistral. On a eu de belles perfs sur Mistral pour un coût de modèle qui est 4 fois inférieur à celui de GPT-4. On a un enjeu de souveraineté aussi. Donc on privilégie Mistral. Néanmoins, il faut qu'on soit capable de travailler avec différents modèles. Or, par exemple, si tu passes à 100% sur Mistral, demain, tu auras un coût de rentrer sur GPT. Du coup, il faut que les modèles sachent vivre en parallèle. Et du coup, tout simplement, selon c'est pas du random, mais c'est la secret sauce GoJob, on va l'appeler. On échange sur une proportion de candidats Mistral aujourd'hui qui est assez élevée, hein, qui tourne entre 70 et 80%, mais on garde une proportion GPT. Et c'est important de la garder. Et comment vous faites cette distinction de 80% sur Mistral, de 20% sur GPT? Est-ce que c'est des proportions random ou est-ce que c'est, eux, ils sont peut-être moins joyeux, enfin, ils ont envie d'avoir un assistant moins joyeux. Tu prenais l'exemple de Mistral qui était peut-être dans ses réponses moins joyeux que GPT-4. Il y a aussi, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui font que eux, ça va être les 20% côté GPT-4 et 80% côté Mistral, ou c'est totalement au hasard? Non, parce qu'aujourd'hui, Mistral est autant joyeux que GPT grâce à l'entraînement qu'on a fait. Pour éthiquement faire du random sur les modèles utilisés, il faut que à l'intérieur de GoJob, on soit convaincu que les modèles, ont la même performance et ont le même ton. Sinon, on induit une discrimination par le modèle. Donc, c'est hyper important et c'est ça où dès qu'on est en phase, la phase du A/B test, c'est notre dernière phase de mise en production. Avant ça, on est convaincu que les modèles ont la même performance in fine pour le recrutement. Et donc, une fois qu'on a dit ça, en fait, on est capable de faire du random selon des règles de lancement de conversation, dans le sens où ça n'impacte pas l'expérience GoJobber, c'est purement un choix technique et interne GoJob, plutôt qu'un choix qui impacte le candidat, et ça, c'est hyper important.
Donc le candidat, lui, n'a aucune idée de avec quel modèle il parle. C'est que ça soit Aucune GPT-4, idée, Mistral, ok, aucune idée et aucun impact. ça marche. Et si, je voulais juste revenir sur l'aspect échange avec l'IA en termes de candidats. Tu disais que vous avez été surpris justement de la proportion de candidats qui étaient insatisfaits parce qu'on leur disait que c'était une IA ou non. Enfin, au début, vous n'avez pas dit que c'était une IA et il y avait une proportion d'insatisfaction qui était élevée. À partir du moment où vous avez mis en place des A/B tests en disant vous communiquez avec un assistant virtuel, votre taux d'insatisfaction a diminué, ce qui peut paraître surprenant, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt en termes de crédibilité et de transparence que ça a joué, parce que quand on discute avec un humain, on s'attend peut-être à avoir des réponses très précises, très claires, et à partir du moment où on sait qu'on discute avec un assistant virtuel, on va être peut-être plus indulgent, et on va peut-être même être surpris de la qualité de ses réponses, sachant que c'est un assistant virtuel, alors qu'on n'aurait pas eu les mêmes attentes avec un recruteur, un humain classique derrière l'écran. Ça se joue peut-être aussi sur ça, la surprise que tu as pu avoir aussi. Déjà, tu as tout dit. Le point fondamental de notre solution, c'est qu'elle change l'expérience candidat. Le candidat, il se met à avoir des échanges instantanés à toute heure avec un recruteur, et pour lui, ça change fondamentalement son expérience d'interaction avec un recruteur, qui soit physique ou virtuel. En deux, on change l'expérience du candidat parce qu'en effet, l'échange, malgré qu'il soit virtuel, il paraît bel et bien réel par ce double aspect push et pull. Et donc, en fait, le candidat ne s'attend pas à avoir cette qualité d'échange, et quand on appelle les candidats a posteriori pour faire des analyses produits, beaucoup se sentent surpris, en fait, et hyper positifs de l'échange qu'ils ont eu, parce qu'ils se disent, en fait, c'est plus réactif et c'est comme échanger avec un humain. Maintenant, les cas d'insatisfaction qu'on a, et on en a toujours. Par exemple, si on contacte trop de fois un candidat, au bout d'un moment, il va commencer à nous dire ça fait plusieurs fois que j'ai été contacté, mais ça a rien donné par la suite. Un autre exemple, c'est s'il amène la conversation sur un thème qu'on maîtrise moins bien. Et le troisième type, c'est les gens, sur 1 million de messages, tu en as toujours qui sont insatisfaits par nature. Notre taux d'insatisfaction, là où je t'ai dit qu'il avait augmenté, notre taux de satisfaction, là où je t'ai dit qu'il avait augmenté, c'est surtout sur le volet où j'ai une conversation qui dévie. Donc, je sens que l'assistant n'est pas capable de répondre à la question. Avant, quand on ne le disait pas forcément, le candidat ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas répondre à cette question. On disait, tu auras cette réponse lors de l'échange avec le recruteur. Mais il disait, pourquoi l'assistant du recruteur n'est pas capable de me donner la réponse? Maintenant, effectivement, le fait de se présenter comme virtuel, en fait, ça rend quelque chose de compréhensible. C'est-à-dire, on explique le why. Et le fait d'expliquer le why, le fait que la personne elle comprenne pourquoi, toujours ça, en étant plus transparent, en effet, ça augmente la satisfaction. Ça rend le process plus clair et lisible. Ça fait combien de mois que vous avez mis en place cet assistant dans votre business? 1 an. Donc maintenant, ça fait 1 an, donc vous avez, je pense, suffisamment de recul pour vous rendre compte de la performance de cet assistant. Mais j'imagine que vous avez dû mettre en place tout un tas de monitoring pour pouvoir l'entraîner, pour pouvoir voir le taux de réponse satisfaisante, etc. Quelle structure vous avez mis en place concrètement pour suivre justement l'évolution de ces assistants, parce qu'il y en a plusieurs? Du coup, en effet, donc le premier volet, c'est tout l'aspect entraînement. Et là, j'ai parlé du monitoring. En effet, il faut être capable d'avoir un monitoring à froid qui permet de superviser 2 éléments phares de notre assistant, 2 piliers. Le premier, c'est l'expérience candidat. Donc, c'est toute la satisfaction, les mots critiques employés, les thématiques utilisées. Et le deuxième, c'est la performance du recrutement, où en effet, on suit le taux de réponse, mais aussi le taux de succès. C'est-à-dire, c'est bien beau d'avoir des gens qui répondent, mais est-ce que quand on les contacte pour une offre d'emploi qui leur correspond? Et donc, en effet, on suit toutes ces métriques semaine après semaine, et on a des reviews qui nous permettent d'extraire de ces métriques quanti des connaissances et d'apprendre pour aller améliorer l'assistant. Néanmoins, on ne peut pas se satisfaire de métriques quanti. L'une de nos valeurs, c'est aussi d'être proche de nos clients. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de quali, donc on appelle les candidats a posteriori, on se pose à côté des recruteurs, et c'est comme ça que sur la partie monitoring à froid, on a successivement amélioré notre assistant. Maintenant, il y a en effet toute une thématique qui est, on a un assistant qui est en place, comment est-ce qu'on arrive à faire des mises en production successives qui augmentent la qualité du point
que tu souhaites améliorer, mais qui ne détruit pas tout ce que tu as construit autour. Et sur ça, en effet, on a 3 étapes. La première étape, c'est quand on fait une itération sur notre assistant, on vient tester ces changements de manière très qualitative sur des conversations. Donc concrètement, je suis prompt engineer chez GoJob, j'ai un outil qui permet de venir taper, de venir discuter avec la nouvelle version de l'assistant, de manière très quali. Deuxième étape, on fait ça de manière très quanti. Donc, comme je t'ai dit, on a un dataset de conversation historisé avant même l'assistant, et on s'est fait un dataset de conversation qui fonctionne bien avec l'assistant. Donc, en d'autres termes, on sait avoir pour un input donné, c'est-à-dire un message entrant ou une conversation, quelle doit être la bonne sortie. Et sur ça, du coup, on utilise ça pour venir quantifier la performance de l'assistant qu'on met en production. Ça, c'est une étape elle a été très difficile. Je pense qu'on n'en est encore qu'au tout début. Je pense qu'on a encore plein d'améliorations à faire sur cette dimension-là, mais qu'on a sorti quelque chose qui n'existe pas sur le marché, c'est en quelque sorte la CI du prompt engineer qui il fait une modif et il peut aller voir tout ce qui se passe et la performance de ce qu'il release, est-ce qu'il y a eu des régressions ailleurs, etc. Encore une fois, c'est sur un subset de conversations à noter. On a listé tous les cas de conversation possibles chez GoJob, en tous les cas ceux qu'on avait identifiés. Et la troisième étape, une fois qu'on est confiant, on fait le fameux A/B test, où là on est en prod pour la première fois sur un subset de candidats, et le A/B test sert à valider les métriques finales et réelles sur la satisfaction et la performance du recrutement, pour aller valider le fait de l'étendre à 100%. En tant que développeur, donc tu as dit que, enfin moi en tant que développeur, mais je fais beaucoup de MEP, de mise en production, pardon. Tu as dit que vous en faites toutes les semaines, donc qui n'est pas toujours le cas. Hein. Moi, j'ai vu des MEP qui prenaient beaucoup plus de temps, qui étaient beaucoup moins régulières que les vôtres. Comment vous faites pour faire justement tous vos tests et pouvoir livrer en une semaine? Est-ce que vous avez mis en place, au-delà de ce que tu as dit, des tests d'intégration, des tests unitaires, toutes sortes de tests, des tests end-to-end peut-être? Quelle est la stack technique au niveau des tests chez vous? La stack technique, déjà, elle est en train d'évoluer pour passer d'une version plutôt data à une version plutôt engineering dev. Donc là, je vais te parler de la stack actuelle sur la data. Très concrètement, il y a autant de règles, malheureusement, par contre, qu'il y a de types d'évolution. Par exemple, je peux faire une évolution qui vise à adapter le comportement de mon assistant, donc une évolution de prompt system. Je peux faire une évolution où on fait beaucoup de l'assemblage de prompts à la volée. Et donc, je peux faire une évolution aussi sur la manière d'assembler mon prompt selon un candidat et une offre d'emploi. Et donc, on ne va pas avoir les mêmes choses qu'on vérifie. Je peux faire une évolution sur la manière d'orchestrer la conversation. Ça, c'est la fameuse brille de contextualisation dont nous parlions pour faire la bonne différence entre l'univers des cas dans lesquels je continue en push ma pré-qualif, l'univers des cas dans lequel je m'adapte au contexte du candidat et l'univers des cas dans lequel là, je suis trop loin du recrutement, il faut que je redirige le candidat. C'est le cas de la question pour qui dois-je voter aux élections législatives? On pourra en reparler. Où l'assistant ne doit pas du tout répondre à cette question. Et donc, chaque mise en production, en fait, il y a autant de mise en production qu'il y a de types de mise en production. Et donc, en fait, je ne peux pas te répondre de manière universelle. Néanmoins, on fait des mises en production beaucoup plus light, par exemple, quand on vient changer une petite partie du prompt system. Néanmoins, pour nos mises en production, notre stack, c'est donc un outil qui s'appelle X. Je ne sais pas si tu connais, c'est un outil de data engineering, sur lequel on a stocké tout un tas de conversations à noter. Et très concrètement, je fais ma modif, je la mets en pré-prod. Donc, on a toujours une version de notre assistant qui est en pré-prod. Et du coup, je lance. Donc, en fait, je simule des conversations dans lesquelles le message entrant, les messages entrants, en fait, on a deux types de simulations. Une dans laquelle les messages entrants sont pré-générés, c'est des vraies conversations. Et donc, on veut qu'elles atterrissent au même endroit. Et une dans laquelle les messages entrants sont eux-mêmes simulés par une IA générative. Par exemple, pour te donner un exemple très concret, on a un cas dans lequel le but de l'IA générative, c'est de venir insulter ou d'être mécontent à chaque message que nous génère notre seconde version d'assistant. Bon, dans ce cas-là, du coup, on a une IA qui parle à une IA et à la fin, on vient évaluer selon tout un tas de paramètres si on a bien répondu. Et donc, c'est très difficile de te répondre. C'est pour ça que je te dis qu'on est mature, je pense, à 50%. Mais je n'ai pas trouvé d'acteurs sur le marché qui faisait ça. D'ailleurs, c'est un petit peu un appel
si vous maîtrisez la supervision à chaud dans un mode CI pour la mise en production de nouvelles versions de l'assistant, appelez-moi. C'est vraiment quelque chose qu'on recherche. Mais on est en train d'évoluer vers une version beaucoup plus engineering où tu es dans ton interface où tu écris la nouvelle version de ton prompt ou d'orchestration. Bah, tu vois tous tes tests qui passent en temps réel. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, là où on en est, c'est qu'on ne transpire plus quand on fait une mise en production. On a un niveau de confiance hyper élevé. Par contre, en effet, ça nous prend toujours trop de temps par rapport à un flux où il faudrait que ce soit aussi rapide que nos mises en production hors assistant, où là, pour le coup, chez GoJob, on a pas mal industrialisé toute la CI/CD. J'aimerais revenir sur l'aspect scénario. Donc tu disais que vous, avant d'avoir un assistant, vous avez défini des use cases un peu classiques dans le cadre de votre business. Ces use cases-là, ces scénarios-là, vous les avez mis en base de données et l'assistant est capable d'aller piocher en fonction de la question ou de l'instruction du candidat. Par exemple, en pool, il y a une instruction d'un candidat, il est capable d'aller piocher dans ces scénarios-là en disant bah tiens, ça, c'est ce scénario-là, donc il y a le prompt que je dois renvoyer qui est présent, où l'assistant se débrouille par lui-même. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a, par exemple, il y a une base de données avec des systèmes, des prompts, l'assistant pioche, répond, ou l'assistant répond par lui-même? Alors, pour l'assistant, alors il y a plusieurs niveaux de réponse à cette question. Le premier, c'est que l'assistant est entraîné pour pouvoir répondre par lui-même. Ça, c'est sur la partie génération de messages. Néanmoins, sur la brique de contextualisation, on aurait pu faire en sorte, tu sais, il y a tout l'aspect des fonctions dans GPT, tu sais, où l'assistant va trouver un autre agent, etc. Sur ça, déjà, on a lancé cette brique-là avant que les fonctions existent. Et même si elles avaient existé, on a choisi de la garder très internalisée. Pourquoi? Parce que ça dépend d'une multitude de données qui sont dans l'environnement de GoJob, sur l'offre d'emploi sur le candidat et sur notre volonté de fonctionner en push. Du coup, sur cette brique de contextualisation, on a un premier niveau où on est nous déterministes dans le choix de la réponse. C'est le fameux exemple « je suis disponible ». Est-ce que tu vas réorienter vers une qualification sur l'offre ou est-ce que tu vas réorienter vers une qualification sur d'autres offres? Ça, c'est nous qui le drivons. Et une fois qu'on a orienté l'assistant par nous-mêmes, chaque sous-assistant, donc chaque use case, comme tu l'appelais, est lui pré-entraîné pour répondre. Mais à partir d'un candidat qui dit « je suis disponible », comment vous faites pour savoir disponible par rapport à quoi? L'assistant, il se dit « tiens, ce candidat, c'est ce profil-là, donc il est disponible par rapport à ce type d'annonce-là ». Donc à partir du moment là, j'adapte en fonction de est-ce que j'ai des annonces ouvertes ou non. C'est comme ça que ça se passe? Non, en fait, c'est un peu notre cœur d'expertise interne, mais en fait, on sait déjà pour quelle offre on va préqualifier le candidat. Du coup, en fait, quand elle nous dit je suis disponible, on a déjà toutes les billes. Par contre, la complexité du mécanisme, c'est que si il nous répond au bout de 3 semaines pour nous dire je suis disponible, mais là, en effet, il faut renvoyer vers un autre agent qui, lui, a plutôt la fonction d'aller proposer la bonne offre. Et sur ça, on s'appuie sur toute notre stack d'IA qui existait avant l'IA générative, qui permet donc d'avoir un score reliant chaque candidat à chaque offre et donc bien réorienté selon ce que nous dit le candidat. Si je rebondis sur les législatives dont on a parlé tout à l'heure, là j'utilise votre assistant, je renvoie des messages et je communique avec l'assistant, et puis en plein milieu d'une préqualification ou d'un potentiel job, je lui dis pour qui je dois voter pour les élections législatives, qu'est-ce qu'il va me répondre? Donc là on est dans le troisième univers des réponses. Le premier c'est le push, je continue ma réponse. Le deuxième c'est le pull, je m'adapte au candidat. Et le troisième, c'est le hors scope. Donc là, on est hors scope. Donc déjà, on a entraîné notre assistant qui fasse la différence entre ces trois univers-là. Et donc, qu'est-ce qu'il va répondre quand il est hors scope? Dans ces cas-là, il doit repartir dans une logique de push. Tout en faisant le lien avec le hors scope et en expliquant pourquoi. Donc très concrètement, notre assistant, il va répondre je ne suis pas disposé à vous aider à voter pour les élections législatives. Donc il rebondit sur la discussion, ça fait une discussion qui est très humaine, qui prend en compte ce que nous dit le candidat. Néanmoins, mon rôle, c'est de vous trouver un job. Donc là, il rappelle sa mission. Et ensuite, donc rappeler sa mission, c'est gage de transparence et surtout d'expliquer le why. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas à la question du candidat? Et troisième dimension, il continue sa préqualification avec tout ce pourquoi il a été entraîné. Et donc là,
le cas des législatifs, c'est très, très trésor-scope, donc ça se comprend. Mais on a tout un tas de cas qui sont beaucoup plus à la marge, qui sont liés un petit peu à la mission, mais pas au recrutement, etc., dans lesquels il faut bien pouvoir s'adapter. Est-ce que tu as des anecdotes justement sur ça, sur le fait que l'IA ne s'est pas bien adaptée et a répondu à des questions qui étaient hors scope, peut-être pas autant qu'un vote, mais qui sont un peu border, presque dans le scope, mais pas vraiment. Est-ce que tu as des anecdotes sur les réponses de l'IA? Oui. Tout au début, quand notre brique de contextualisation n'était pas encore rodée, c'est-à-dire on statait, donc dans le premier mois de mise en prod, on a eu des cas où donc un candidat était on the job, quoi. Il avait fait toute sa phase de discussion avec l'assistant et revenait lui parler un petit peu après pour lui dire bon, mais là je suis arrivé chez le client, c'est quoi le code du portail? Et ça, avant on n'était pas rodé sur ce hors scope là, et du coup ça nous est arrivé de dire facile, le code, il n'y a pas de code, il faut aller parler à l'agent et ensuite c'est au deuxième étage. Donc ça, c'est une anecdote, c'est arrivé une fois, hein, parce qu'après on a flagué ça en bac rouge, et du coup tous les messages du même type on les a bien recontextualisés. Mais c'est un des exemples où on a appris en marchant, et où ce qui nous a servi à avoir un assistant performant, c'est aussi notre capacité à détecter ces bacs rouges et avoir une logique industrialisée de se dire tous les messages de la même catégorie, j'applique le même traitement en sortie. Donc ça, c'est un exemple assez marrant. Et pourquoi c'est marrant? Parce que on avait quand même la logique de détection, et du coup, en fait, on a pu avoir un relais humain derrière, malgré le fait que l'assistant ait fait son hallucination. Donc, heureusement, pas d'impact candidat, ce qui est le cœur de notre démarche. Si on parle un peu du futur, quelles sont les fonctionnalités à venir sur votre assistant? Dans quelle direction vous partez? On est en train d'explorer plein de choses confidentielles et plein de choses non confidentielles. Parle-nous des choses confidentielles alors. Bien évidemment. Non, du coup, pour donner quelques exemples, on se pose la question de la voix, tout en étant à la fois sceptique et à la fois en voulant pas rater la marche de la voix. Et sur la voix, en effet, on a fait de la R&D sur le sujet, dans l'objectif d'être capable d'avoir des temps de réponse qui fassent naturels et qui simulent vraiment une conversation. Là, donc, le marché est aussi en train d'apprendre sur cette dimension-là. Il y a une communication de GPT récemment, vous pourrez la retrouver sur le sujet de la voix. Et donc aujourd'hui, c'est plus des phases de R&D, mais l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on conserve la qualité de ce que fait notre assistant aujourd'hui, tout en paraissant naturel pour le candidat. Sous quelle forme ça serait cette communication vocale? Ça serait sous forme de, je sais pas, d'une vidéo avec comme un entretien classique peut-être sous forme de vidéo, ou ça serait toujours sous forme de messages vocaux par exemple? Je n'ai pas la réponse parce que c'est le candidat qui décidera. Nous, notre rôle, c'est d'être à l'écoute du mode de recrutement le plus performant pour le candidat et d'être capable de choisir le bon mode. Aujourd'hui, on est dans des phases trop peu matures, ne serait-ce que l'échange conversationnel avec l'assistant, on apprend beaucoup du candidat, et notre enjeu, c'est d'écouter le candidat pour s'adapter à lui, et c'est le gros de notre travail. Des sujets comme la voix ou la vidéo, par exemple, sont beaucoup plus amont, mais la vérité se dira lorsqu'on confrontera ça au candidat. Et tout notre enjeu, c'est de pas trop investir tant qu'on n'a pas cette réponse-là. Merci beaucoup Thibaut pour cet échange. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. À plus. Le podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.